Macron, voilà, c'est un genre de forfait si tu veux. Et ça compense exactement si tu veux ce qu'il m'a mis derrière comme détail. Donc nous on lui fait simplement une sensible le fonctionnement de réalisation de prestation technique. On a notre exposition pour ça. Ça fait 1000 aujourd'hui, ça va être fait entre 1500 et 1600 euros. Ah, alors le tronc c'est un arbre, c'est un arbre. Ça peut être la première fois c'était Thierry, je peux vous montrer. Thierry avait acheté la tronçonneuse de terre. Oui, on peut passer par Thierry. Est-ce que vous voulez peut-être juste vérifier qu'on a bien reçu Thierry? Je sais pas trop. Qui c'est qui pilotera ici normalement? Alexandre? Alexandre? C'est pas toi qui pilote ici? Ah, tu t'es fait virer? Ah, c'est Yves. Donc c'est notre DGST qui pilotera. Yves Kiel, vous le connaissez? De nom? Oui. Après, on va regarder parce qu'on a trop de cachets. Les choses qu'on trouve pas chez nous. C'est bon. Ouais. Yves? On va vérifier. C'était tout. Yves, salut. Si, ça va s'ouvrir. Il y a 4300. C'est toi qui scroll l'affichage quand ils font leur explicatif? C'est toi qui scroll à la salle? Ouais. Ça y est, c'est bon, ça s'ouvre. Voilà. Oui, tu es présent toi, hein? Oui, bien sûr. C'est bon? Est-ce qu'on peut encore faire l'affichage en plein écran? Oui, que j'ai fait. Oui, c'est exactement ça. Ah ouais. Ça marche. Dès que tu entends oui, exactement. Bon, ben c'est bien. Au moins c'est clair. Hein? Au moins c'est clair. C'est vous la technique? Oui, il y a un PowerPoint. Alors moi j'ai besoin de lancer des photos en priori. Je vais faire le trio pas.
Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, regagnez vos places. Merci. Jung Sébastien. Présent. Ekel Christiane. Présent. Ditch Christian. Présent. Christine Carafa donne procuration à Stéphanie Bedier-Volker. Tritz Maxime, présent. Niklos Bernadette. Marx Jacques. Présent. Bourrézy Dorkel Nicole donne procuration à Sébastien Jung. Cordari Evelyne donne procuration à Corinne Tinès. Cunha Jean-Claude. Présent. Weber Jean-Jacques. Présent. Fischer Jean-William. Mesmur Marie-Thérèse. Présent. Limbar Dominique. Présent. Willem Massin Dominique. Tinès Corinne. Dolé Luc. Do Véronique. Bedier-Volker Stéphanie. Can Durkut. Donne procuration à Saya Karoubi jusqu'à son arrivée. Karoubi Saya devrait arriver, bon, pour l'instant. Tite Flore. Laval Audrey. Donne procuration à Christian Ekel. Dan Alain. Peter Isabelle. Muller Becker Nicole. Donne procuration à Marc Feld. Feld Marc. Eric Bauer est excusé. Hilper Bernadette. Présente. Et Bourbeau François. Très bien. Ça en est fini, monsieur le maire. Merci Maxime. Je vous propose, comme d'habitude, comme à chaque fois en préambule, quelques informations. La première à propos de la rentrée scolaire. Alors comme vous le saviez, on avait évoqué des démarches à mener pour éviter ou limiter les fermetures de classes, et au regard de la situation à la rentrée, eh bien, il nous a été accordé le maintien d'un poste qui était menacé à l'école de la Montagne Sup. A été accordé aussi un temps complet de décharge pour la directrice des faïenceries, avec en plus un mi-temps
pour gérer eh bien, les élèves qu'elle devait elle-même prendre en charge. Voilà donc quelques éléments d'information pour cette rentrée scolaire. Quelques informations aussi comme d'habitude en matière de sécurité. Pour rappel, au mois d'octobre, le 4 octobre, arrivera notre 7e agent de police municipale pour compléter une équipe qui, vous vous souvenez de cette décision qu'on avait prise, sera dotée de caméras piétons, qui sera armée et au contrôle d'un nouveau réseau de caméras de vidéoprotection qui sera étendu, enrichi régulièrement, qu'il est déjà d'ailleurs régulièrement, puisqu'on est à 87 caméras déjà depuis un moment. Le mouvement est amorcé, et puis il y a encore une dizaine de caméras supplémentaires qui ont été annoncées au printemps dernier, qui vont arriver. Tout cela se met en place pour veiller bien sûr à la protection de notre population. En matière de culture et d'attractivité, annoncé là aussi au printemps, Cléopâtre est arrivée, notre Joconde est arrivée au musée et a dopé de suite les visites lors des journées du patrimoine, puisque plus de 1000 visiteurs ont été recensés à notre musée, alors qu'il y en avait 373 l'année d'avant, pour dire simplement que c'est bien un élément d'attractivité pour notre territoire que nous avons acquis là. Vous avez également sur les pupitres les programmes de notre saison culturelle qui, vendredi dernier, a été lancé, a démarré avec un spectacle des Seagirls, une saison culturelle bien sûr qui s'annonce palpitante. Et pour finir, avec un point de solidarité, bon, je vous informe que la course rose des Sarguminoises contre le cancer, qui est organisée, vous savez, par le CAN et ses partenaires, dont l'Intermarché, Ineos, la ville, a permis la remise d'un chèque de 13 500 € à Francis Flamin de la Ligue contre le cancer. Donc on peut, je pense, bien sûr retenir ce très beau résultat. Et il y aura bientôt Octobre Rose qui va commencer, programme de sensibilisation sur notre ville contre le cancer du sein, un programme mutualisé entre la ville et la Casques. Et je ne voudrais pas arrêter sans vous appeler à applaudir le CAN et tous ses partenaires pour le beau chèque qui a été remis à la Ligue contre le cancer. Voilà, en vous remerciant pour ce petit moment d'information. Le lundi, aujourd'hui, bien, nous sommes réunis pour un ordre du jour qui commence... Oui. Oui, Madame Lippert. Monsieur le maire, dans le cadre des informations, je souhaiterais vous demander un point de situation de la crèche, si c'est possible, puisqu'on a déjà eu des informations en juin. Il y a des choses qui devaient se passer cet été. Je n'ai pas eu de nouvelles de la commission de suivi. Je sais que la situation est difficile. L'employeur est toujours aussi indélicat. Il y a des gens sans salaire depuis 3 mois. Donc j'aurais aimé un point de situation personnel de la ville. Alors, Madame Lippert, simplement, je prends bonne note de votre question. En vertu de l'article 20, quand c'est des questions qui sont très précises maintenant, là, sur ce point, et qui vont entraîner un débat, des discussions qui risquent d'être longues, l'article 20 est très clair. Normalement, ces questions doivent nous être adressées. Elles trouveront réponse à la fin. Vous aurez réponse sur ces points. Je peux vous dire simplement que la question a été suivie très régulièrement et nous avons pris, bien sûr, toutes les dispositions pour que, au moment de la rentrée, etc., tout aille de la meilleure manière possible. J'ai rencontré moi-même les gens au cours des derniers temps. Voilà, je pense que pour les éléments de prudence ou les questions que vous posez très précisément, nous en avons pris note et vous aurez les éléments de réponse là-dessus. Je m'y engage. Voilà, je vous propose de passer à l'ordre du jour. Tout d'abord, nous commençons par l'approbation du procès-verbal du PV de la 42e séance du Conseil municipal du 30 juin 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à ce propos? Des remarques? Ce n'est pas le cas. Je mets donc aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Et nous passons à une série de rapports d'activité. Le premier concerne le délégataire du stationnement payant sur la voirie publique. Et c'est Sébastien Young qui va prendre la parole pour nous présenter nos intervenants. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc on va retourner en arrière, on va retourner en 2024, on va parler de stationnement. Comme vous le savez, à cette époque-là, nous avions 2 DSP, une DSP pour la voirie publique et une autre DSP pour les parcs en ouvrage.
donc c'est le dernier rapport d'activité de l'ancienne délégation. Je rappelle, on parle bien de l'année 2024. Alors comme c'est un sujet technique, complexe, j'ai demandé à notre délégataire, représenté donc par la société Indigo, de venir le présenter. Ça sera, je trouve, beaucoup mieux. Je précise aussi que le rapport 2024 avait été présenté en CCSPL au mois de septembre, donc avec un avis évidemment favorable. Donc pour la société Indigo, on va commencer par le rapport d'activité qui donne pas lieu à un vote, mais simplement il faudra prendre acte de la délibération. Donc je vous présente à la gauche, vous pouvez lever la main, monsieur Damien Gomez, qui est le responsable de district Lorraine Nord de la société Indigo dans la direction régionale Nord-Est, et monsieur Mathieu Lanotte avec les lunettes, donc qui est le directeur de secteur Grand Est, donc qui ont fait le chemin tout spécialement pour que le rapport soit présenté le plus précisément possible. Donc on leur a laissé un quart d'heure, 20 minutes pour le présenter, puis après s'il y a des questions évidemment on pourra y répondre. Donc messieurs, à vous la parole, et si vous êtes d'accord, on commence. Donc vous avez présenté un dossier de travail. On commence par le rapport d'activité donc sur le stationnement payant sur la voirie publique. Bonsoir et à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire vite et de laisser la parole plutôt à la séance de questions-réponses. Juste une présentation rapide d'Indigo, non pas pour vous représenter Indigo, mais pour noter que cette année, Indigo fête ses 10 ans. Sur le contrat, je ne vais pas m'étaler non plus, c'est un contrat qui a été signé en 2017 pour les parcs publics et qui se termine le 31 décembre 2024. Pour la présentation des parkings Carré-Louvain et Le Moulin, je ne reviendrai pas dessus non plus, mais on a redétaillé là encore le nombre de places, les grilles tarifaires qui étaient en vigueur en 2024. Et pour la présentation des principaux interlocuteurs de la ville sur la partie parking, donc Jimmy Brasseur en 2024 qui a depuis été remplacé par Damien Gomez. Vincent Leclerc qui est responsable de site et Laura Gladel que vous pouvez voir sur le parking très régulièrement. Bonsoir à tous, je reprends le relais. Pour le coup, vous pouvez descendre le prochain slide, ça va être plus simple, comme ça on anime en même temps. Ce que je vais vous présenter, c'est la gestion à distance qu'on appelle la prise en main par le CNTO. En fait, c'est tous les appels en borne ou en téléphonie qu'on peut recevoir. Ce qu'il faut retenir de cette slide et de la prochaine, c'est que 85% des appels sont réceptionnés sous 30 secondes et quasiment 90% qui sont sous 60 secondes. Ce qui est un très très beau taux au niveau national. Et pour le reste, c'est pris en main par le CNTO, qui est un bureau local à Paris où on a 10 agents qui prennent la main. Le but, c'est de laisser personne en barrière sans réponse. Vous pouvez descendre dessus encore. Pareil, vous pouvez encore descendre. Deuxième aspect, la relation client. Seulement 20 demandes traitées sur l'année. Tout simplement, c'est un faible montant. Tout simplement parce que tout le reste est géré directement en boutique avec la présence de la boutique Carré-Louvain. Les usagers viennent directement faire les réclamations ou tous les problèmes de relation, que ça soit de l'abonnement ou de la réclamation, c'est géré en local directement. Partie interne gérée aussi par Indigo, ce qu'on appelle les audits mystères. Au-delà de l'aspect DSP qu'on a vis-à-vis de vous, nous aussi en interne, on est audité par nos propres auditeurs pour s'assurer qu'il y ait une qualité de service, que ce soit en termes de relations, de réactivité, de disponibilité, et aussi sur tout ce qui va être matériel et peinture, boutique, ascenseur s'il y en a ou autre. Donc pour vous dire que le taux de cette année était de 82,5. Il faut savoir que c'est un très très bon taux de satisfaction chez Indigo, pour le coup, parce qu'au-dessus de 70%, on commence à parler de parcs qui rentrent dans le top 20 des parcs au national.
Partie maintenance et travaux, ce qui s'est passé sur 2024. Alors, je vous balaye très rapidement cette slide, hein, c'est très barbare. Tout simplement, c'est tout ce qui concerne le parc. Donc, ça va du péage à la détection incendie, à la surveillance, à tout ce qui va être colonne sèche, électricité ou autre. Bref, tout est à jour, tout est vérifié, tout est maintenu et surtout, tout est accessible en boutique directement et nous en interne. Donc, ça, c'était pour le Carré Louvain. La même chose. Juste à noter qu'il y avait eu un sinistre sur la barre de gabarit à l'entrée du Carré Louvain qui a été changé en décembre 2024. Concernant le moulin, on est sur exactement la même chose, hein, donc je rebaille rapidement le péage d'interphonie, la vidéosurveillance. On peut descendre la slide. Pour le coup, une partie par contre maintenance et travaux qui était un peu plus importante en 2024. Deux événements, la crue qu'il y avait eu sur le parking, donc où les niveaux avaient été inondés, et la seconde partie suite à un incendie d'un véhicule dans le parking où on avait repris en main la peinture et puis tout ce qu'il fallait faire sur la maçonnerie qui avait eu besoin. Je repasse la main à monsieur Lanotte sur la partie analyse d'activité. Alors, si on regarde ces deux tableaux, on peut se dire que l'année 2024 est particulièrement intéressante avec une hausse à la fois de la fréquentation et des recettes horaires. La particularité, c'est que sur décembre 2024, on ne peut pas le comparer avec décembre 2023, puisque comme chaque année, on a réalisé un avenant avec la ville de Sarreguemines pour offrir le stationnement, alors en 2023 sur 5 week-ends qui précèdent, les semaines et week-ends qui précédaient le marché de Noël, et alors qu'en 2024 on ne l'a fait que sur les samedis. Si on retraite cette particularité, alors on constate une baisse de la fréquentation sur l'année 2024 sur Carré Louvain de 4% et une augmentation du chiffre d'affaires de 1%. Sur le parking Moulin, même particularité. Si on retraite là aussi décembre 2024 et décembre 2023, on a cette fois-ci une baisse plus importante de 15% de la fréquentation et une baisse de 7% des recettes, donc à surveiller effectivement sur l'année à venir de 2025. Sur la présentation des rapports annuels, alors ça a l'air un peu petit, hein, mais tout le monde l'a sur la tablette. Je rappelle, hein, vous pouvez télécharger dans les annexes, on peut zoomer. Et évidemment, tous les documents sont toujours consultables au service de réglementation. Hein, si quelqu'un veut les consulter en papier, tout le rapport annuel 2024 est disponible aussi au service réglementation en papier. Hein. On retiendra surtout le négatif de 207 000 € pour 2024. En diminution par rapport à 2023 de 40 000 € et notamment porté par la hausse des frais d'électricité en 2024 avec une hausse de 50 000 €. Pour le parking Moulin, le résultat est toujours positif en 2024. Il atteint 21 000 € en légère baisse par rapport à 2023 puisqu'il était à 34 000 € en 2023. Je propose de passer à la voirie. La voirie, le contrat signé en décembre 2022 avec une fin de contrat le 31/12/2024. Là encore avec le descriptif de la voirie que je ne vais pas représenter. 678 places, la grille tarifaire qui est présentée ici. Et sur l'exploitation, je repasse la main à Monsieur Gomez. Pour la partie exploitation, alors je vous balaye. Il faudrait juste remonter un tout petit peu. Ouais, parfait. Parfait.
Sur la partie exploitation, juste pour rappel, alors excusez-moi, il y a une toute petite erreur, c'est marqué 36 eurodateurs, c'est 38 eurodateurs. On vient de s'en apercevoir, désolé, on n'a pas eu le temps de le changer sur le slide juste avant de partir. Pour le coup, très rapidement, le modèle d'eurodateur IEM et puis après l'implantation des 38 eurodateurs. Ça va vous paraître barbare, c'est encore un tableau, mais c'est un tableau que nous on exploite tout simplement, c'est pour nos suivis des maintenances et des travaux qu'on effectue sur les eurodateurs. Deux choses à retenir, elle nous permet d'avoir une maintenance qui est préventive pour le coup, et aussi curative par rapport à quelques vandalismes qu'on peut avoir, mais au final qui sont très faibles par rapport au nombre d'eurodateurs sur le parc et pardon, je perds mes mots. Par rapport au nombre de rodateurs sur le parc. Partie analyse d'activité, Mathieu, je te redonne le micro. Pour la fréquentation de la voirie, on note sur 2024 une hausse de 45% de la fréquentation, qui est principalement due à la fin des travaux de chaleur qui avaient été réalisés sur l'année 2023. Les recettes, elles aussi en hausse, atteignent 272 000 € sur 2024, en hausse de 52% par rapport à l'année 2023, qui confirme l'inversion de la tendance qu'on avait constatée en fin 2023 avec une baisse de la fréquentation sur le dernier trimestre notamment. Et donc cette hausse, elle s'explique à la fois par la fin des travaux de rénovation du secteur de la vieille ville, et surtout par la reprise de la surveillance du stationnement payant par les équipes de Streeteo. Sur les résultats de la voirie pour l'année 2024, une hausse de l'ordre de 20 000 € en passant de 13 000 € à 33 000 €. Voilà pour la présentation succincte de ces deux rapports. Merci beaucoup, cher Damien. Merci beaucoup, cher Mathieu. Donc là, en fait, la présentation, on a fait un mixte des deux. Hein, vous l'avez vu, j'avais parlé qu'on faisait d'abord la voirie, mais peu importe, la présentation était une présentation du rapport d'activité sur la voirie et le parc de stationnement. Et comme je le rappelle, il n'y avait pas de vote, hein, il s'agissait simplement de prendre acte. Maintenant, évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt, ou M. Lanotte ou M. Gomez, à répondre à vos questions sur le stationnement à Sarreguemines en 2024. Oui, Madame Hyper. Oui, j'ai une question. C'est une question. Carré-Louvain, il y a une baisse de fréquentation si on neutralise décembre, hein, c'est ce qu'on voit déjà dans le truc. Et est-ce que ça s'explique? C'est-à-dire, est-ce qu'on explique pourquoi le Carré-Louvain, on n'arrive pas à valoriser ce parking qui est en plein centre-ville? Enfin, qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'on a un début d'explication? Première question et une suggestion sur les parkings, c'est-à-dire quand on prend 4 heures, c'est 20 €. Mais sur les bornes, c'est pas marqué qu'au bout de 4 heures, eh ben, il faut revenir payer. Enfin, c'est-à-dire je pense qu'il faut arriver à donc là, vous parlez du stationnement en voirie. Stationnement en voirie. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, bon, a priori, enfin, bon, moi ça m'est arrivé, je pensais que 4 heures ayant payé 20 heures, c'est 20 €, pardon. Mais je pense que c'est peut-être informer, enfin, simplement sur la borne, pour dire, un petit peu suggérer qu'on donne cette information en disant qu'au bout de 4 heures, si vous ne l'avez pas, vous risquez un PV. C'est pas évident, alors c'est peut-être moi qui ne suis pas évidente dans ma réflexion, mais ça pourrait être une information qui peut être donnée. Hein. Oui, parce que la durée maximale sur la voirie est prévue et n'est pas supérieure à 4 heures. Après, j'imagine, si on veut rester 8 heures, on peut rester... Alors, dans la logique, au bout des 4 heures, on est censé déplacer son véhicule et se restationner et donc repayer à l'eurodateur. Et quand vous ne pouvez pas, eh ben vous arrivez et vous avez un PV. D'où le parking dans Carré-Louvain ou parking du Moulin.
Oui, mais après, effectivement, il y a toujours des améliorations à faire sur l'affichage. Après, sur le carré Louvain, évidemment, là, on parle de l'ancien contrat. On avait une demi-heure de gratuité sur l'ancien contrat. Maintenant, je n'ai pas les chiffres de 2025. Est-ce qu'avec le système de l'heure gratuite, donc ça, on le verra l'année prochaine, hein, lorsqu'on présentera le rapport d'activité de 2025. Après, moi, je constate aussi, et je suis même un peu déçu, quand je me stationne au carré Louvain, je prends toujours plaisir à me stationner sur le plateau supérieur. Et c'est vrai que souvent les gens oublient qu'on peut se garer aussi sur le plateau supérieur, hein, c'est-à-dire quand on arrive à la barrière, au lieu de tourner tout de suite à droite, vous avez cette petite montée qui vous permet de vous y garer. Il y a un ascenseur, il est accessible, il y a de la place. Donc voilà, je profite aussi de la caméra et de la vidéo pour rappeler aux téléspectateurs qu'on peut se garer aussi sur le plateau supérieur du carré Louvain. Et après, c'est des usages qu'on a en ville en fonction de la dépose des enfants à l'institution Sainte-Chrétienne, les achats à faire dans le cœur du centre-ville, etc. Voilà, c'est à chacun de s'approprier les parkings en fonction de son usage. Après, je ne sais pas si vous, au niveau technique, vous souhaitez compléter la fréquentation du carré Louvain. C'est un équilibre entre Louvain et le Moulin, principalement, sans spoiler la présentation qu'on fera en 2026 pour l'année 2025. On constate que quand la fréquentation sur le Moulin a tendance à diminuer, elle a tendance à augmenter sur carré Louvain. C'est un effet de vase communicant. Les parkings répondent principalement à un besoin de se rendre dans un lieu à proximité. Donc c'est l'attractivité des lieux à proximité qui fait aussi l'attractivité du parking, en plus de la politique tarifaire qui est en place. Voilà, on a répondu à votre question, Madame Hilpert. Pas d'autres questions? Si, deux petites questions. La première concerne les panneaux affichage variables lumineux qu'on a. L'affichage dynamique du stationnement. Dynamique du stationnement. Est-ce que les données de ces affichages, est-ce qu'elles sont historisées, est-ce qu'elles sont utilisées à votre niveau ou à un autre niveau, et est-ce qu'elles se recoupent avec les fréquentations? Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à l'affichage du stationnement dynamique. On en avait parlé, alors j'ouvre juste une petite parenthèse dans votre question. Le système va être encore amélioré. Hein, souvenez-vous, on avait évoqué à un moment donné un décalage d'affichage. On avait expliqué que c'était compliqué. Quand deux véhicules se suivaient, le système pouvait compter un seul véhicule, etc. Donc là, on a mis au budget donc, une certaine somme pour améliorer ce système. Et Monsieur Luman, qui s'occupe de ça dans la maison, me disait que ça va être fait à partir du 13 au 14 octobre. Donc sur le parking de l'hôtel de ville et sur le parking rue de la Montagne, le système sera amélioré. Voilà, je ferme la parenthèse, donc l'affichage des places disponibles sera nettement plus conforme. Maintenant sur la statistique, alors vous évidemment avec les horodateurs, parce que je sais que dans l'une des annexes on voit notamment la fréquentation en voirie, donc j'imagine que vous la mesurez par rapport à l'utilisation des horodateurs ou par rapport à la donnée de l'affichage des stationnements dynamiques? Nous on l'utilise vraiment avec les équipements, donc soit les horodateurs, soit les bornes d'entrée et de sortie du parking. Le nombre de places qui est affiché sur le compteur dynamique, sa difficulté en termes d'exploitation de données, c'est que ça affiche le nombre de places disponibles à un instant T sans qu'on puisse avoir de la statistique régulièrement, ce que peut nous donner finalement le matériel de péage. Et sauf erreur, il me semble qu'on alors là peut-être Monsieur Bitch peut m'aider, il me semble qu'on voit aussi l'affichage en temps réel sur le site, il me semble, de la ville au niveau des stationnements. On voit aussi l'affichage en temps réel sur le site de la ville des places disponibles. Donc ça veut dire que si vous habitez à Sarreguemines ou dans l'agglomération de Sarreguemines, avant de venir, en partant, vous pouvez consulter le site et vous voyez si effectivement quel parking peut être disponible ou pas. Ok, donc c'est des données indicatives. C'est des données indicatives, oui. Merci. Deuxième question, vous avez évoqué le chiffre de 50 000 € de hausse de facture d'électricité sur le parking Louvain. Ça me paraît important. Comment vous l'expliquez, surtout qu'on est dans des années 2024 qui devraient être post-baissière, oui. Deux raisons principales à cela. La première, c'est qu'on a un décalage d'année en année entre les factures reçues et celles comptabilisées.
Donc pour l'année 2024, avec une fin de contrat en 2024, on a passé une provision effectivement en fin d'année pour les factures en attente de réception. Ce qui fait que sur l'année 2024, on a plus de 12 mois de consommation électrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a sur le carré Louvain une rampe chauffante et que sur cette rampe chauffante, la procédure d'utilisation a été modifiée pour éviter le cas de figure qui s'est produit en 2024, qu'elle est restée en position ouverte, en position chauffante, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Donc pendant 1 mois et demi, on a des consommations électriques sur un équipement qui est très énergivore. Le rôle de cette rampe, c'est d'éviter le verglas. C'est ça. C'est sur le parcours supérieur dont je parlais tout à l'heure. Quand il y a de la neige ou du verglas, effectivement, il y a un système comme un chauffage au sol, on va dire, qui permet de dégivrer ou de dégeler ou de déneiger la rampe pour pouvoir accéder au plateau supérieur. Ok, donc il y aurait une erreur de... Et cette erreur ne sera pas incombée à refacturer à la ville, j'espère. Non, on voit bien dans le résultat qu'on a porté notre risque et voilà, ça fait partie du résultat d'Indigo. Ok, merci. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, comme il faut prendre acte, alors je ne sais pas s'il faut prendre acte point par point, mais en tout cas, je voudrais remercier M. Gomez et M. Lanotte d'avoir pris un peu de leur temps ce soir pour nous présenter le rapport au conseil municipal. Et voilà, le prochain rapport sur l'année 2025 sera présenté l'année prochaine. Oui, et là, on prend acte du premier rapport d'activité, donc du délégataire du stationnement payant sur la voirie publique. Donc maintenant, on a pris acte. Et on va passer au second rapport d'activité qui concerne cette fois-ci les parcs de stationnement. C'est ça, mais en fait on l'a fait en même temps. On a présenté, on a fait un 2 en a. Mais il faut prendre acte aussi. On en prend acte, j'appelle simplement à cette idée. S'il n'y a pas, on a échangé, je vous propose de passer au troisième rapport d'activité, mais cette fois-ci c'est Carole Didiot qui va nous parler du rapport d'activité annuel concernant notre DSP en matière de péri et d'extra-scolaire. Oui, bonjour. Je vous présente Pauline Fat, que vous connaissez tous déjà, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle vient nous présenter le rapport d'activité de notre délégataire concernant le périscolaire et l'extrascolaire. Donc, dans un premier temps, je laisse la parole à Pauline qui va nous présenter ce rapport. Bonsoir à tous. Bien, donc pour le rapport d'activité 2024, je vous rappelle qu'on accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans sur les temps de périscolaire du midi, du soir, les mercredis et pendant les vacances. Alors, comme d'habitude, on va commencer par parler des chiffres, puis des ressources humaines, et enfin, je vous ferai un petit point sur la fréquentation. Donc, au niveau des comptes de résultats, on va commencer par les charges. On voit que, comme les années précédentes, notre poste de dépense principale, ce sont les rémunérations des personnels pour près de 70%. Mais aussi une bonne partie que vous voyez en jaune pâle, achat d'autres approvisionnements, c'est donc les repas de cantine. Là, on peut passer. Donc, en gros, pour l'année 2024, au niveau des charges, on avait 2 millions, et j'ai plus de chiffres. Voilà, 2 millions. 252 000, merci. Et pour les recettes, on va voir aussi. Donc pareil, là, ce qui nous, on dépend quand même de cette contribution de la ville de Sarreguemines à près de 60%. Et on a en recettes donc 2 272 000 avec des fonds dédiés de près de 20 000 euros, donc un reste qui sera utilisé. On a proposé plusieurs projets, donc on discutera avec le service éducation, Madame Didiot, pour voir ce qu'on en fait. Au niveau des ressources humaines, l'année 2024, nous avons embauché 86 personnes en CDI ou CD2I, contre 82 en 2023, donc une augmentation de 4 personnes.
Au niveau des profils, on a 62 animateurs, animatrices, 6 directeurs de site et leurs adjoints, 14 agents polyvalents et 4 personnels administratifs. On a en majorité on a des contrats 9h et 20h semaine. Donc les contrats 9h semaine sont les animateurs qui travaillent le midi seulement. On en avait 33 en 2024 et des contrats 20h semaine, 53 en 2024. Vous avez ensuite un graphique qui vous donne un visuel de cette répartition. En gris, ce sont les animateurs, donc on voit que c'est la majeure partie de nos personnels, tout simplement. Le turnover, donc en 2024, belle surprise puisqu'on était à 24% contre 31% en 2023, donc c'est toujours 7 points de gagner parce que le turnover, c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de temps aux équipes. Il y a des enjeux de recrutement, donc c'est toujours une fierté quand on arrive à baisser ce turnover. Au niveau de l'absentéisme, on est au-dessus de la moyenne nationale. Alors ça s'explique peut-être parce qu'en 2024 il y avait des personnels à temps plein qui étaient en congé maternité notamment, donc voilà, ça fait augmenter un peu la moyenne sur les sites globalement. Au niveau de la fréquentation en 2024, donc en moyenne nous avons accueilli 546 enfants chaque jour sur le temps du midi. Donc on accueille toujours les enfants des 22 écoles de la ville et ça fait à l'année plus de 90 000 repas servis, soit aussi 7% de plus par rapport à l'année 2023. Alors 90 000 repas, oui, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on mange? Alors voilà un exemple de menu. Sur la semaine, il y a toujours une option végétarienne, donc un menu complètement végétarien. Ça, c'est une recommandation de la loi Egalim que nous suivons et nous proposons aussi des régimes sans viande, sans porc et sans poisson. En général, les enfants mangent bien. On fait très attention au gaspillage. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a soit des composteurs sur les sites, soit des poubelles biodéchets. Vous avez ensuite un rappel des seuils fixés par site. Donc là, vous voyez nos 4 sites principaux, le périscolaire de la Cité, des Écureuils, du CSC et de Folperswiller, avec les chiffres de capacité maximale. Donc vous voyez les Écureuils de 119 enfants, par exemple. Les taux d'occupation. Alors, en septembre 2024, ils ont été définis pour un total de 580 enfants. Et en octobre 2024, nous avons revu ces chiffres à la hausse puisqu'ils ne correspondaient pas à la demande. Donc nous avons travaillé avec le service éducation pour pouvoir proposer davantage de places. En 2024, on a aussi ouvert un mini-site à Neunkirch, ce qui nous a permis de réguler le nombre d'enfants accueillis. La fréquentation 2024, pic et moyenne, alors vous voyez en rouge, ce sont les pics de fréquentation et en bleu les moyennes, parce qu'il faut toujours s'entendre à la semaine, c'est-à-dire que le lundi, on n'a pas le même nombre d'enfants que le mardi, ni que le jeudi, ni que le vendredi. Donc, mais nous, il faut qu'on ait le nombre d'animateurs suffisant pour absorber ces pics. Donc là, on voit sur le graphique qu'il y a une baisse en septembre 2024, puisqu'on avait essayé, avec la nouvelle DSP, qui a recommencé en 2024, de réguler le nombre d'enfants accueillis, mais au final, ça remonte, et je pense que l'année 2025 nous montrera cette remontée également. Là, vous avez le graphique depuis 2019, avec le pic du Covid. Et donc on voit effectivement une progression qui est régulière et qu'on va retrouver, je pense, en 2025. Ça, ce sont les pics de fréquentation par an. Donc en 2019, on était aux alentours de 460 enfants max et en 2024, 626. La répartition géographique des enfants, alors on a toujours environ 75% d'enfants issus de la commune de Sarreguemines et un quart des enfants issus d'autres communautés de communes. Un quart, 25%. La question des effectifs, donc c'est une question qui nous a, à laquelle on a beaucoup réfléchi en 2024, puisqu'on avait atteint notre capacité maximale.
Et donc voilà, donc on a discuté pas mal avec le service éducation, on a essayé d'organiser les choses au mieux pour pouvoir répondre à la demande. Et voilà, et encore une fois, l'ouverture de petits sites comme celui de Neunkirch a permis, en fait, même si c'est que 12 places, de libérer des places dans un car pour accueillir tous les enfants. Ouais, je pense que c'était la 25. On peut passer à la 25. Ok. Alors je vous ai mis ici différents tableaux. Alors ces tableaux, ils représentent un ratio école périscolaire. C'est un chiffre que je n'avais pas jusqu'à présent, mais qui me semble vraiment très intéressant. Donc vous voyez, là vous avez 4 tableaux. Il y a un tableau par site. Donc, par exemple, sur le site de la Cité, je ne connais pas les chiffres par cœur, désolée. Oui, c'est inadmissible. Donc sur le site de la Cité, vous pouvez voir que on a 493 enfants qui sont inscrits dans les écoles qui vont à la Cité. Et sur les 493 enfants, 247 s'inscrivent au périscolaire à midi. Ça fait un taux de 50% d'enfants inscrits au périscolaire. Et il faut comparer ça au taux national qui est de 70%. Donc dans tous les cas, on va aller vers, je pense, vers ces 70%. Donc dans les années à venir, voilà, à mon avis, c'est une progression qu'on risque d'avoir sur nos sites également. Donc 50% pour la Cité, 50% au site Rive Droite et 40% aux Écureuils, pour vous donner. Alors à Folperswiller, on est très populaire, on arrive à 70%, parce qu'aussi on propose un accueil qui est juste à côté de l'école, et les enfants peuvent le rejoindre à pied. Et donc je pense que les parents sont contents du service qui est proposé. Vous avez également le ratio pour les périscolaires du soir. Alors là, on voit que c'est pas la même donne. Hein. Sur le site des Écureuils, on accueille environ 10%, et sur le site de la Cité, environ 20%. Voilà, donc pour les fréquentations. Et on peut passer à la suite, si ça marche. Donc les activités phares pour l'année 2024. Attendez, je propose ça. Donc en 2024, avec les enfants, on a essayé de leur apporter des choses pour qu'ils apprennent à faire par eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de leur donner en main des vrais outils. On leur a fait fabriquer, là vous voyez une photo d'un four solaire par exemple, donc c'est pas mal. Et puis on leur a fait faire aussi, c'est leur projet en fait, c'est eux qui nous demandent des choses. Ils ont fabriqué des petites veilleuses aussi avec en utilisant les techniques de pyrogravure. On travaille avec un artisan également, un écomenuisier, où on va faire fabriquer aux enfants des pushcars. Et plein d'autres objets aussi, du mobilier d'extérieur par exemple, avec des vieilles palettes. L'idée, c'est de leur donner des choses qui vont leur servir dans la vraie vie. Et je trouve que c'est super pour l'estime de soi de savoir utiliser une perceuse, une visseuse, un marteau. Ça sert toujours dans la vie. Et donc c'est le genre de choses qu'on essaye de leur apporter. On participe aussi, et je tiens là à saluer l'investissement, l'engagement de nos équipes, ces 80 salariés qui, à chaque fois qu'on parle d'aller faire un stand de manière bénévole, répondent présents. Et j'en profite aussi pour saluer leur action sur le mois de septembre. Vous savez que le mois de septembre est un mois consacré au cancer, à la lutte contre les cancers pédiatriques.
Et donc l'équipe du périscolaire de la Cité organise demain soir, vous êtes tous invités, un grand repas partagé pour les parents, et les fonds collectés serviront à acheter des jouets pour les enfants hospitalisés. Voici une photo de notre participation à Unidée l'an dernier. Donc on avait présenté une chanson qui avait été écrite par les enfants. Et puis une photo aussi de nos accueils de l'été 2024 où le mot-clé a été la nature. Alors ça peut paraître évident pour ceux qui ont grandi dans les années 70-80, mais on constate un peu une dérive dans les centres aérés, c'est qu'on a tendance à faire beaucoup de choses à l'intérieur, et donc là l'idée c'est de remettre les choses et les enfants à l'extérieur, parce que ça apporte plein de bienfaits. Nous on note en tant qu'animateur que les relations inter-enfants à l'extérieur, il y a beaucoup moins de tension. On voit des enfants qui sont plus calmes, plus libres aussi. Hein. De laisser les enfants libres à un moment donné, c'est quelque chose qui est super important, parce que souvent la journée d'un enfant, il va avoir des ordres toute la journée, et de se dire à un moment donné, là tu as 2 hectares où tu peux être libre, avec la supervision d'un adulte évidemment, c'est très apprécié des enfants. Photo. Et puis là, vous avez des photos des centres aérés, hein, comme d'habitude, avec des jeux de cohésion, etc. Donc les perspectives 2025, les voici. Donc c'est d'aller vers un accueil du dehors tout au long de l'année. On recherche aussi un terrain de forêt, une friche qui serait utilisable par les enfants toute l'année. Nous voulons aussi ouvrir de nouveaux petits sites pour répondre aux besoins des usagers. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de reprendre cette formation CPGEPS. Donc, la formation CPGEPS, c'est une formation CAP de l'animation. Et voilà, donc là, c'était des perspectives 2024. Mais comme on est déjà presque à la fin de l'année 2025, je peux vous spoiler le rapport 2025 et vous dire qu'on en a déjà fait pas mal. Et que la formation CPGEPS d'ailleurs s'ouvre la semaine prochaine avec 15 apprenants, dont 8 apprentis Franca. Donc c'est des jeunes entre 18 à 20 ans qu'on va former et qui ressortiront avec un diplôme qualifiant. Et voilà une photo. Je voulais aussi remercier les services de la ville qui nous accompagnent toute l'année, notamment le service éducation, le service vie associative, le service des sports aussi, parce qu'ils nous ont permis, là vous avez des photos du mois d'août, où on a occupé la base kayak de la ville de Sarreguemines, et on y a passé tout un mois, dehors, complètement dehors avec les enfants. Et les parents ont été ravis, les enfants aussi, donc c'est une expérience qu'on aimerait renouveler les années futures. Je vous remercie. Voilà, merci Pauline. J'aimerais quand même qu'on puisse reconnaître le travail qui est fait par les Franca. Je pense que le succès vient aussi, on peut le constater par l'augmentation des effectifs, presque 40%, 37-38% d'augmentation depuis 2019. C'est bien le signe que les familles sont satisfaits du service qui est proposé. Et au-delà de ce service, de l'implication dans la collectivité de manière bénévole de l'équipe des Franca, je pense que voilà, c'est très appréciable et je voudrais leur dire un grand merci. Oui, c'est une présentation très intéressante. On voit un petit peu l'expression du besoin en matière d'attente parentale, familiale, qui s'exprime là, et la qualité de la réponse qui est proposée, d'où les efforts de la ville en termes d'adaptation avec les Franca pour proposer toujours ce qui est attendu, mais aussi pour avoir une petite longueur d'avance sur la meilleure manière possible de prendre en charge les enfants. Donc un grand merci. Et là aussi, je crois que nous devons prendre acte, tout simplement. Madame Hilpert. Oui, merci pour votre rapport. Je pense qu'il retrace bien les choses. Mais la dernière fois, on avait dit qu'il y aurait une commission, donc il n'y a pas eu de commission avant le Conseil. Si, elle a eu lieu. La commission a eu lieu au mois de juin déjà.
au mois de juin, sauf qu'on n'a pas pu passer le point au mois de juin parce qu'il manquait une présentation à la CCSPL qui, elle, a eu lieu au mois de septembre. Voilà. Mais la commission a eu lieu au mois de juin. Mais par rapport à ce qu'on avait déjà évoqué, c'est-à-dire que le fait d'avoir des sites, des petits sites, aller au plus près des habitants, etc. Et on avait dit qu'il y aurait peut-être une commission où il y aurait une réflexion un peu en lien avec l'école. Enfin, bon, alors s'il y a eu au mois de juin, mais toujours est-il que bon, depuis, voilà, je suis un peu moi en manque de discussion sur ces questions. Mais au mois de juin, nous avions annoncé que effectivement, on avait mis en place Folperswiller. Oui, et donc après ça, nous avons mis en place ce printemps une délocalisation des maternelles de l'école Neunkirch. Donc les enfants de maternelle, c'est ce que disait Pauline, pour 12 enfants restent à l'école de Neunkirch. Et nous avons également un projet Montagne Sup qui doit ouvrir lundi prochain. Donc nous essayons, là où nous pouvons trouver des locaux suffisamment grands et dans les normes pour la PMI de mettre en place. C'est pas aussi évident que ça. Parce que il faut trouver ces locaux. Les maisons de quartier, c'est pas facile parce que la cohabitation avec les associations reste très souvent très difficile. Donc voilà, on y travaille, mais voilà, ça prend du temps. Mais moi, j'ai pas de souci sur le fond. Mon seul souci, c'était, on nous a renvoyé dans les débats en disant en commission. Voilà, je souhaiterais que la commission, enfin qu'on ait des moments dans une commission pour en débattre. Voilà. On a eu une commission le 23 juin, qui n'était certainement pas disponible, mais la commission a bien eu lieu le 23 juin dernier. Voilà. Voilà pour ce point. Donc nous prenons acte de cette présentation et de ce rapport d'activité. Et Carole Didio conserve la parole pour l'avenant à la DSP. Donc il s'agit de prévoir un avenant pour 2 points au niveau de la DSP qui a été signé le 31 août, en 2024, pour mise en application au 1er septembre 2024. Nous avions fixé les effectifs dans cette délégation, un effectif à 580 enfants. Donc très vite, on s'est aperçu que c'était pas suffisant. D'où l'augmentation qui a été notée par Pauline dès octobre 2024, puisque nous avons dû réagir rapidement. Donc nous avons augmenté les effectifs et donc là il s'agit de régulariser notre DSP sur le seuil effectif qui donc passe de 580 à 628 enfants accueillis simultanément. Donc ça c'est le premier, donc ça corrige l'article 10.1 de la délégation de service. Et ensuite, donc nous souhaitons également corriger l'article 6.1 pour inclure la délocalisation de Montagne Supérieure, l'école Montagne Supérieure, qui va pouvoir s'installer dans une maison de quartier en face de l'école à Beau-Soleil. Donc cela doit ouvrir lundi prochain. Donc c'est en projet et donc lundi, les enfants qui allaient au périscolaire des Écureuils, qui est l'ancien hôpital du Parc, iront en face à la maison de quartier, qui est pas la grande maison de quartier, mais celle qui est en dessous du l'ancien CSL. Voilà, tout à fait. Donc qui a été aménagée pour accueillir les enfants de l'école Beau-Soleil. Voilà. Donc nous avons là 3 délocalisations aujourd'hui. Mise en place, ce qui permet de libérer de la place dans les bus, parce qu'on était saturé au niveau des bus, et libérer de la place dans les différents sur les sites du périscolaire. Donc voilà, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cet avenant. Voilà, monsieur le maire.
Voilà pour cet avenant. Y a-t-il des questions et des remarques? Ce n'est pas le cas. Je mets donc aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Cet avenant est donc adopté. Nous passons au point 6 qui concerne l'actualisation des tarifs 2025. Et c'est Jean-Marc qui prend le relais. Jean-Marc qui va très vite passer la parole à Christine Marchal, puisqu'il s'agit d'une modification, enfin c'est des rajouts de tarifs sur nos tarifs de 2025 qui avaient été votés le 16 décembre 2024. Donc c'est des tarifs pour les escape games que Christine va nous expliquer. Merci Jean-Marc. Oui, effectivement, c'est une nouvelle offre de la part des musées qui souhaitent diversifier leur public. Donc c'est une offre à la fois à destination des collégiens et des lycéens, mais également pour un public jeune adulte, peut-être plus difficilement à capter pour nos musées. Donc il s'agit d'un escape game qui aurait lieu entre le 13, en tout cas dans un premier temps, du 13 au 18 octobre. Et c'est un escape game qui évidemment prend sa source dans l'histoire faïencière, puisque les visiteurs plongés en 1868 devront résoudre des énigmes au Moulin de la Blise pour tenter de découvrir qui a volé la nouvelle recette révolutionnaire d'émail mise au point par Alexandre de Geiger. Donc cet escape game aura lieu du 13 au 18 octobre. Il y a les tarifs qui sont proposés pour les scolaires. Donc pour une classe avec 4 groupes de 8 élèves maximum, 120 €. Un tarif par personne pour le grand public à 20 € et pour les moins de 18 ans, c'est ce qui avait été proposé en tout cas au bureau des adjoints, un tarif à 12 €. Voilà, c'est pour ça que vous avez en annexe de ce point les tarifs qui sont tous les tarifs, mais il y a uniquement cette modification-là. Voilà, donc si ça vous intéresse, rendez-vous du 13 au 18 octobre et pour le tout public, ce sera les soirs du vendredi et samedi en soirée avec des groupes de 8 personnes, 10 départs de groupes chaque soirée entre 18h30 et 21h30. Voilà, nous vous proposons ces nouveaux tarifs. Merci Christine. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas le cas, donc je mets aux voix. Qui s'y oppose, qui s'abstient. Ce point est donc adopté. Il nous faut ensuite procéder au vote d'une APCP pour la rénovation de l'éclairage public. Oui, alors depuis plusieurs années déjà, nous parlons de rénovation d'éclairage public et nous avons, pour certains élus du groupe majoritaire, nous avons eu d'ailleurs plusieurs exposés concernant des dispositifs qui permettent éventuellement de remplacer les éclairages eux-mêmes, c'est-à-dire remplaçant la grande majorité des ampoules sodium que nous avons sur notre éclairage public par des ampoules LED, mais avec un projet qui comprend également des remplacements de candélabres, des remplacements de réseaux, des remplacements d'armoires, voilà, chercher le terme, d'armoires électriques, puisque nous avons un certain nombre d'armoires qui sont un petit peu maintenant hors d'âge à remplacer. Alors, nous avions jusqu'à présent eu des formules qui nous satisfaisaient pas trop en termes de montant, et puisqu'à un moment donné on parlait pour l'ensemble de l'éclairage public de la ville, on était sur un budget qui avoisinait les 4 millions voire 4,5 millions, ce qui représentait quand même un montant assez conséquent. Entre-temps, les choses s'affinent et nous sommes en train notamment avec notre directeur général des services, avec Jean-Luc Lebrard, nous sommes en train de travailler vraiment sur, évidemment, les services techniques, Monsieur Kiel, de travailler un petit peu plus sur ce sujet en affinant un peu les choses. Et on vous propose tout simplement de prévoir, en termes de modalités pratiques et financières, de mettre en place une autorisation de programme crédit de paiement, une APCP, sur 5 ans, qui permettra de lisser un petit peu ces travaux sur cette période de 5 ans. Le nombre de mains, 3600 à remplacer, à peu près. Christian, je crois. Nous, on est en coût 4400. 4400, oui, c'est ça. Les mâts, je sais plus. Et 80 armoires. Oui, voilà. Donc il y a quand même, ça représente une quantité assez conséquente, puisque je rappelle que la ville a à peu près 100 km de rue. Donc voilà, vous imaginez la quantité de mâts et de candélabres que cela représente. Alors nous avons un petit peu affiné les chiffres. Aujourd'hui, le montant de la PCP qu'on vous propose est de 1 224 000 €.
donc répartis sur 5 ans, avec des crédits de paiement pour 2025 à hauteur de 116 800 €, pour 2026 de 250 400 €, de 2027 428 400 €, crédit de paiement pour 2028 à 300 000 € et la dernière année pour 128 400 €. Le financement prévisionnel de ce projet tient compte notamment d'une subvention de l'État, d'une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, qui est attendue à hauteur de 306 000 €, ce qui veut dire à peu près 25%, et donc un autofinancement qui est de 919 €. Vous verrez tout à l'heure dans la décision modificative, on intègre déjà à cet élément-là, si évidemment le conseil municipal est favorable à cette APCP que je vous propose. Question à propos de cette APCP. Oui. Oui, Marc. Oui, j'ai des questions. Nous, dans la minorité, on n'a pas eu droit aux présentations des technologies de LED et tout ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer sur quelle technologie on est, peut-être, mais peut-être aussi s'il y a prévu qu'il y ait des variations de lumière, d'intensité, des technologies de ce type-là. Et je profite aussi de ça pour vous indiquer qu'il y a des éclairages LED qui me semblent dysfonctionner le long de la voie sur Berge, près de la rue du Breuil, qui clignotent depuis un petit moment. Et donc, savoir aussi si la fiabilité des nouveaux équipements va être augmentée, et puis si la maintenance peut être faite sur ces équipements. Alors d'abord, on prend bonne note effectivement des endroits où il y a des lampes qui clignotent. Je pense que on l'a noté. Alors moi, j'ai pas peut-être tous les éléments pour vous donner toute la technicité nécessaire. Hein, si quelqu'un souhaite intervenir. Alors, bien. Oui, alors moi, j'ai pas les compétences techniques sur parfois de lumière à certains étages. Oui, Christian. Je dirais d'une manière générale, les ampoules LED ont la particularité que, contrairement aux lampes sodium, où on peut réduire l'intensité seulement de 20%, sur une lampe LED, on peut réduire de 80% sans problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a deux technologies. C'est trois technologies. Une, les lampes, elles ont une certaine puissance, elles sont allumées le soir et éteintes le lendemain, sans réglage. Deuxième technologie, on travaille, donc il y a des armoires électriques, on met des horloges dans ces armoires électriques, et donc on met aussi pour réduire les intensités, et donc on travaille par quartier. Et la dernière technologie, c'est qu'on travaille par lampe. C'est-à-dire avec un ordinateur, on peut régler chaque lampe individuellement. Hein, si on veut par exemple éteindre une rue, on peut éteindre sans problème une rue, ou la mettre à 20%, ou à 30%, ou à 50%. Donc ça, c'est le cas où on fait de la gestion, grosso modo, voilà les trois technologies. Oui, avec l'intérêt de pouvoir éclairer un endroit bien particulier parce qu'on trouve qu'il y a un danger quelque part, je pense des travaux par exemple et tout. Donc ce côté extrêmement réglable en matière de sécurité pour les usagers, je pense qu'il est extrêmement intéressant, sans compter les économies évidemment que ça occasionne, parce que pour éclairer un endroit dangereux sur quelques mètres, avant avec certaines technologies on est obligé d'illuminer tout le quartier. On peut aussi rajouter que si on opte pour un réglage à la lampe, il y a un gros avantage, c'est que le courant arrive 24 heures sur 24 sur le mât. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, on peut mettre des panneaux lumineux, on peut mettre des caméras sur chaque mât, puisqu'on a du courant. Oui. Et là, du coup, quelle technologie est retenue? C'est par quartier? Non, pour l'instant, on n'a pas retenu de technologie. Il est sûr qu'on a une tendance à se dire qu'il faut faire une régulation par lampe. Ce qui me semble, à l'heure actuelle, compte tenu de ce que j'ai dit, le plus évident. Oui, nous sommes intéressés par ces technologies qui nous permettent de faire du chirurgical précis. Je rappelle d'ailleurs que dans l'ensemble, il s'agit de faire des économies, il s'agit d'être éco-responsable, mais il s'agit aussi de penser à la sécurité. La sécurité,
qui a fait que pendant ces dernières années, quand on a fait des expériences, c'est-à-dire éteindre la nuit, quelquefois en faisant courir quelques risques à certains endroits, des chevilles tordues, des bosses dans les voitures par-ci par-là, il s'agit d'éviter tout ce qui est accidentogène la nuit et ce qui est mauvais pour le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Voilà. Donc on essaye de faire un choix qui soit demain celui qui réunisse toutes ces conditions-là. Voilà. Okay. Et ça rentre donc dans le budget qui nous est proposé? Oui, justement, et c'est comme Jean-Marc l'a expliqué, il a été relativement difficile de prospecter sur l'ensemble des possibilités qui existent aujourd'hui, avec des coûts qui sont souvent prohibitifs pour les communes en règle générale. Donc nous cherchons la solution la plus adaptée, non seulement aux technologies, mais voilà, on reviendra à un certain moment, quand on sera un petit peu plus avancé, sur ces questions-là vers vous. Mais évidemment, nous avons bon espoir là d'une solution qui est tout à fait adaptée à nos finances. Pour l'instant, on a prévu 1 224 000 euros dans cette APCP. Évidemment, c'est un montant qui est le montant déterminé à l'instant T. On verra donc en fonction de l'évolution quels seront les ajustements nécessaires, en plus ou en moins, en fonction de. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette APCP est donc adopté. On passe au point 8, les opérations de fiabilisation de l'actif en matière de correction sur les exercices antérieurs. Alors, il s'agit là d'une délibération que je vous propose, qui est une délibération d'une technicité totale, puisque c'est la technique comptable pure. C'est simplement des opérations de fiabilisation de l'actif qui ont été menées et qui ont permis de mettre en évidence un certain nombre de discordances entre l'actif du comptable et l'actif qui est suivi au sein de la mairie. Donc vous avez un tableau qui reprend un petit peu toutes les différences. C'est principalement des suramortissements de biens, c'est-à-dire on a continué à amortir un certain nombre de biens alors qu'il n'y avait plus lieu, que ça n'avait plus lieu d'être. Voilà, c'est simplement des corrections. Ça fait partie du travail que nous faisons actuellement avec le Trésor public, et nous avons d'ailleurs à ce propos une situation qui est relativement bonne, voire très bonne, parce que j'en ai encore parlé cet après-midi avec monsieur le trésorier, avec monsieur Van der Becken, à l'occasion du conseil de surveillance du CHS. En tout cas, nous avons un indice qui s'appelle l'indice de performance comptable. L'indice de performance comptable, sur un certain nombre de critères, que je ne vais pas vous détailler évidemment, vérifie si oui ou non la comptabilité de la ville est juste, pas juste, et s'il y a des erreurs éventuellement à corriger. Nous avons eu l'indice de performance comptable donc, qui est arrivé récemment. Nous avons un indice de performance comptable qui est de 96%. Et donc je voudrais en profiter de ce très très bon chiffre qui est pour une collectivité comme la nôtre, et ça m'a été confirmé cet après-midi, est tout à fait remarquable. En tout cas, ce 96% d'indice de performance, donc on est pas loin du 100%, et les 4 petits pourcents d'écart sont déjà en voie de correction. Et on devrait y arriver. En tout cas, ils traduisent aussi une évolution, puisqu'on a 96% cette année. L'année dernière, on était aux alentours de 80%. Donc on progresse. Et je voudrais donc féliciter notamment l'ensemble des services, et notamment le service des finances, mais également tous les référents financiers qui travaillent dans chaque service, puisqu'on a dans chaque service des référents financiers. Et tout ça est simplement le fruit de la qualité et de l'investissement des uns et des autres. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des équipes pour ce travail collaboratif qui amène à un chiffre aussi bon qui est de 96%. Voilà. Donc, je reviens sur les opérations de fiabilisation de l'actif. Voilà, vous avez la liste. OK. Je pense qu'on peut faire confiance et au service du comptable et au service financier de la ville pour la justesse de ces corrections. Y a-t-il des questions? Des remarques? Je mets donc aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté, et on a deux points qui suivent concernant les taxes sur les friches commerciales. D'abord pour le maintien des taux en vigueur. Alors c'est un dossier qui est coupé en deux, donc on va délibérer sur deux éléments, qui est le premier, le maintien des taux en vigueur. Alors c'est un marronnier, puisque nous avons déjà délibéré, je parle encore sous couvert de Sébastien Young, qui copilote avec moi ce dossier, avec les services. Donc nous avons d'abord le maintien des taux en vigueur. Je rappelle que les taux pour lesquels nous avions déjà délibéré
libérés l'année dernière étaient d'une majoration, en les fixant comme suite, de 20% pour la première année d'imposition, de 30% la deuxième année d'imposition et de 40% à côté de la troisième année d'imposition. Donc on vous propose simplement sur cette taxe sur les friches commerciales de maintenir ces trois taux, 20, 30 et 40%, première, deuxième et troisième année pour l'année à venir. Je mets aux voix, ceci la question, ce premier point. Qui s'y oppose? Oui, Marc. Oui, j'avais une question si on avait un retour du coup des... Alors j'ai un retour chiffré. Oui. J'ai un retour chiffré sur les recettes encaissées depuis la date d'instauration de cette taxe. On en a parlé d'ailleurs en commission des finances cette semaine où Nicole Müller-Becker était présente. Donc en 2022, nous avons encaissé 24 548 €, desquels il faut déduire 4 182 € de dégrèvement accordé par la DGFiP. Donc vous arrivez à peu près à 20 000 €. En 2023, 31 663 € avec 3 706 € de dégrèvement. Donc on est à peu près à 27 000 €. Peu de choses près. Et en 2024, 67 672 € avec des dégrèvements accordés par la DGFiP à hauteur de 11 505 €. Donc ce qui fait un total sur les 3 années de 123 883 € avec des dégrèvements accordés par la DGFiP à hauteur de 19 393 €, 20 000 €. Alors, cette évolution en augmentation du recouvrement tient évidemment compte de l'évolution des taux, puisque aujourd'hui, on a par exemple des biens qui sont taxés à 40%. Là, il y a aussi une réalité que nous avons, nous, constatée, puisque je préside la commission communale de l'imposition directe. Nous avons également constaté qu'un certain nombre de propriétaires qui étaient taxés sur ces taxes sur les friches commerciales, eh bien, ont pris la tâche de la DGFiP en disant « Attention, vous me taxez sur un bien qui aujourd'hui n'est plus du tout un bien commercial ». Exemple, vous avez parfois sur une adresse donnée, vous avez un fonds de commerce qui est en rez-de-chaussée, et ensuite au-dessus, vous aviez historiquement un certain nombre de bureaux ou d'annexes, voire derrière des cours ou des caves et des greniers, etc., qui étaient rattachés administrativement et fiscalement au commerce, mais qui aujourd'hui ne font plus l'objet d'une activité commerciale. Donc il y a eu beaucoup de corrections qui ont été faites et on fait le point tous les ans en CCID avec nos amis des services fiscaux. Et donc ça permet aussi de corriger un certain nombre de biens dans leur dénomination commerciale ou non commerciale. Ok, merci. Et est-ce qu'on peut mesurer, enfin vous l'avez dit déjà, certaines actions des propriétaires vers les services fiscaux, mais est-ce qu'on remarque des mutations ou des changements de comportement, des remises en location ou reventes qui pourraient être liées à cette taxe? Oui, après, les indicateurs qu'on observe, après Jérémy peut compléter s'il le souhaite, les indicateurs que l'on observe sur le terrain sont des ventes, parfois, de certains biens commerciaux. Certains en profitent effectivement aussi pour faire des travaux. Et après, il y a comme je le disais, aussi des ventes. Voilà, vous avez tous accès, sans faire de publicité, au Bon Coin. On peut voir que certaines cellules, on en avait identifié une, notamment celle qui est en entrée du cœur de ville, dans la rue des Généraux Crémer, qui est en vente. Alors est-ce que cette propriétaire le met en vente parce qu'elle est taxée? Est-ce qu'elle le met en vente pour bénéficier d'un dégrèvement du DGFiP? C'est pas à moi de faire le commentaire, mais en tout cas, voilà. Après, je pense que ça fait partie des nombreux leviers dont nous disposons pour effectivement redynamiser le centre-ville, contraindre aussi les propriétaires effectivement à faire le nécessaire. Et voilà, et je pense que si effectivement nous étions aux commandes encore au prochain mandat, on mettra la 5e vitesse encore, si je puis dire, pour aller encore plus loin et vraiment proposer des contraintes encore plus fortes à certains propriétaires. Alors, je ne sais pas si Jérémy veut compléter encore. Non. Bon. Ok, merci. Oui, comme ça a toujours été dit, c'est des leviers dont nous disposons parmi d'autres pour essayer de faire bouger les choses, et il faut continuer bien sûr à travailler en ce sens-là.
Autre remarque, autre question? Non, pour compléter, j'aime pas prendre la parole après, monsieur le maire, mais pour compléter, il s'avère que ce qui se fait aujourd'hui à Sarreguemines a été repris par un certain nombre d'autres communes. C'est-à-dire nous avons régulièrement des appels téléphoniques d'autres communes qui nous demandent comment on a mis en place, etc. Et d'ailleurs, on voit pas mal de reportages télévisuels sur les infos. On en a vu tant sur TF1 que sur France 2 récemment, qui reprennent un petit peu ce principe de taxe sur les friches commerciales. En disant ce que monsieur le maire a dit, effectivement, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais en tout cas, ce que nous avons mis en place à Sarreguemines, puisqu'à l'époque, quand on a commencé, donc il y a 3-4 ans, on n'était pas nombreux. Il y avait, je crois qu'il y avait 2 communes, ou 1 ou 2 communes qui faisaient, notamment dans l'Ouest. On doit être la 3e, je pense, Lydie, ou à peu près. On était vraiment les toutes premières communes à le faire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre un peu dans d'autres collectivités. Pardon, monsieur le maire. Voilà pour ce premier tour de taxe. C'est bon, donc qui s'y oppose, qui s'abstient? Le point est adopté. On passe à la suite pour la liste des biens. Le deuxième sera beaucoup plus rapide. Vous avez eu, en annexe du Conseil, vous avez la liste anonymisée des biens qui sont concernés par cette taxe. Je rappelle aussi que pour ceux qui ne s'en souviennent plus, prenez vraiment que dans le périmètre ce qu'on appelle ORT, opération de revitalisation du territoire, et donc qui concerne notamment principalement le centre-ville et quelques rues annexes. Les autres, les commerces de périphérie, de Velfordin, Dunkirch, etc., ne sont pas concernés par cet axe. C'est vraiment le périmètre ORT, c'est-à-dire principalement centre-ville. Oui, lié à Action Cœur de Ville, dans la définition que vous connaissez maintenant depuis pas mal d'années. Il y a une vérification aussi qui est faite sur ces listes, puisque avec Jérémy, on va éventuellement vérifier si les biens sont bien conformes à la liste qui nous est présentée par la DGFiP. Ok, pas de questions, là non plus. Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Nous passons au point 11, le recours au vote électronique pour les élections professionnelles de 26. Caroline. Oui, donc les prochaines élections professionnelles destinées au renouvellement général des instances de dialogue social des 3 versants de la fonction publique auront lieu le 10 décembre 2026. Alors, la collectivité a en charge l'organisation du scrutin relatif au CST commun à la ville et au CCAS. Et donc, l'article R211-506 du Code général de la fonction publique rend possible la mise en œuvre du vote électronique par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité auprès duquel est placée l'instance, et ceci après avis du comité social territorial compétent. Ce vote électronique, nous l'avions mis en place en 2022 pour nos dernières élections. Et donc, nous souhaitons renouveler cette opération pour les prochaines élections qui auront lieu le 10 décembre 2026. Pour ce faire, le CST a été consulté le 11 septembre et a émis un avis favorable. Vous voyez dans le rapport le calendrier et le déroulement des opérations, et donc il est demandé l'accord de recourir au vote électronique pour ces prochaines élections de 2026. Voilà. Questions, remarques? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est adopté. On passe au point 12. Un point habituel en cette période de l'année, l'actualisation des effectifs. Donc cette actualisation des effectifs vient en complément de l'actualisation que nous avons proposée au mois de juin avec effet au 1er juillet. Si vous vous rappelez, nous avions anticipé les décisions du CDG quant aux promotions et avancements de grade. Donc depuis, nous avons reçu les résultats. Et donc, il s'agit de corriger, en fait, les anticipations que nous avons faites et qui n'ont pas eu lieu. Encore une fois, je rappelle que ces suppressions, ce ne sont pas des suppressions de postes, mais ce sont des suppressions de grades dans les catégories et les filières. Donc voilà. Donc vous avez le tableau qui est donc
à mettre en effectif au 1er octobre 2025. Voilà. Questions, remarques? Ce n'est pas le cas. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Le point 13, pardon, d'abord, concerne le renouvellement de la convention avec le centre de gestion. Oui. Donc, la réglementation... Je quitte la salle et je reviens. Vous me rappellerez quand vous aurez fini. En tant que vice-président du centre de gestion. La réglementation impose aux collectivités de mettre en place un agent chargé d'une fonction d'inspection, appelé ACFI, et donc chargé de contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité au travail. Cette mission est actuellement assurée pour notre commune par le centre de gestion, par une convention que nous avons signée pour les années de 2022 à 2025. Donc cette convention se termine le 31/12/2025 et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de cette même convention avec le centre de gestion pour la période de 2026 à 2028. Question? Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté et Carole garde la parole pour une autre convention. Donc toujours une convention en lien avec le centre de gestion. Cette fois-ci, la réglementation impose aux collectivités de garantir la sécurité et la protection de la santé de leurs agents. Et donc là aussi, une convention existe, a été faite pour les années 2021-2022, renouvelée pour 2023 et 2025. Donc cette convention prend fin au 31 décembre 2025. Pardon. Donc là aussi, il nous est proposé aujourd'hui de renouveler pour 3 ans cette convention pour nous accompagner sur notre mission concernant les RPS, c'est-à-dire les risques psychosociaux. Et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de cette convention pour la période 2026 à 2028. Merci Carole. Y a-t-il des questions? Alors, qui s'y oppose? Qui s'abstient? Ce point 14 est donc adopté. On passe au point 15 qui concerne l'amélioration des documents en lien avec les locations et les mises à disposition. C'est Denis Pfeiffer qui nous en parle. Le service vie associative dispose de différents supports appliqués dans le cadre des locations et mises à disposition de salles et bâtiments municipaux, contrats, conventions et règlements. Ces documents s'appliquent aussi bien aux associations, aux partenaires, institutions et particuliers. Des observations du service départemental d'incendie et de secours lors de diverses commissions de sécurité nous amènent à amender ces documents et à les actualiser. Nous en profitons aussi pour mettre en place un nouveau règlement et support de réservation pour les prêts de véhicules aux associations de la ville. Il est demandé au conseil municipal de valider l'ensemble des documents présentés en annexe du rapport. Des questions? Des remarques? Non. Donc, qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point 15 est donc adopté. On passe au 16, l'attribution d'une subvention. Dans le cadre de son budget primitif 2025, le contrat de ville baptisé depuis peu Engagement Quartier 2030 s'est vu allouer une ligne budgétaire de 116 000 €. Dans sa séance plénière du 19 mai, le conseil municipal a attribué des subventions à divers partenaires porteurs de projets dans les domaines de l'émancipation, de l'emploi, de la formation, de la sécurité, de l'engagement citoyen pour un total de 103 372 €. Nous vous proposons à présent de répondre aux besoins de l'association Les Jardins de Beau Soleil qui souhaite faire l'acquisition d'une motobineuse, d'une débroussailleuse et d'une tondeuse à gazon pour un total de 1 393,20 €. Le service politique de la ville souhaite verser à l'association la somme équivalente en subvention d'investissement. Les crédits initialement votés en fonctionnement seront transférés en section d'investissement par décision modificative. Des questions? Non. Donc qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. On passe au point 17 qui concerne le contrat de ville. Dans la continuité du point précédent, nous vous proposons de participer au financement d'une nouvelle action portée par le Centre communal d'action sociale au titre de l'axe émancipation du contrat Engagement Quartier 2030.
Ce projet intitulé Cap Rentrée, ensemble pour bien démarrer l'année, vise à accompagner les familles des quartiers prioritaires de la ville dans une période charnière, en apportant des réponses concrètes et préventives sur les enjeux qui touchent directement le quotidien en matière de santé, nutrition, gestion des écrans, harcèlement, parentalité et équilibre familial. Ce projet répond aux attentes d'un suivi plus individuel des familles dans le cadre de la politique de réussite éducative. Le budget prévisionnel s'établit à 11 500 € et la participation de la ville à 11 234,8 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2025 dans le cadre de l'animation politique de la ville. Merci Denis. Là aussi, y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Et nous passons au point 18, qui concerne une subvention cette fois-ci complémentaire à la ludothèque Beau-Soleil. Depuis mai 2024, la ludothèque de Sarreguemines, en prise avec des difficultés financières, s'est engagée dans une démarche de redressement avec l'accompagnement technique de la ville au travers des services jeunesse et vie associative. À ce titre, l'association avait sollicité initialement une subvention de fonctionnement pour 2025 d'un montant de 63 700 €. Ce montant réaliste résultait d'une projection tenant compte de l'ensemble du travail de redressement et de l'accompagnement des services. Il a été calculé au plus juste des besoins de l'association, tout en tenant compte de son intention de reconstituer progressivement sa trésorerie par la valorisation de ses actions d'autofinancement. Dans un souci de prudence et dans le but de voir évoluer la démarche engagée, le conseil municipal a décidé, lors du vote du budget, d'allouer une subvention initiale de 55 000 €, le delta pouvant toujours être alloué ultérieurement selon les besoins avérés et l'évolution du dossier. Les projections faites en 2024 se concrétisent désormais et la ludothèque semble sur la voie de la stabilisation financière. Le travail d'accompagnement et de réorientation semble donc porter ses fruits. Diminution de la masse salariale, recherche de nouveaux partenaires et dispositifs de fonctionnement, révision de certains tarifs, abandon d'activités moins rentables. Pour aller jusqu'au bout de la procédure, l'association sollicite le complément financier qui permettra de rapprocher le montant annuel de sa subvention 2025 de ses projections financières initiales. À ce titre, la ludothèque a formulé une demande d'aide complémentaire à hauteur de 8 700 €. Ce montant permettra de couvrir les besoins financiers de la fin de l'année, ceux liés au salaire des animateurs et de la directrice. Il permettra aussi de consolider la trésorerie, gage d'une stabilisation financière. Aussi, le conseil municipal est appelé à se prononcer favorablement sous l'aide complémentaire de 8 700 € à la ludothèque, au titre 2025. Voilà, sur ce sujet, Denis l'a bien expliqué, nous étions dans un dialogue, nous étions à l'écoute et au regard de différents critères, voilà la proposition que nous faisons pour soutenir l'association. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Le point 19, c'est une DM, une décision modificative du budget principal. Jean-Marc. Oui, DM numéro 2 pour le budget principal, alors qui fait suite évidemment à ce qui vient d'être voté. C'est pour ça qu'on, lorsqu'il y a des interférences potentielles avec le budget, on préfère mettre les décisions modificatives après l'approbation du conseil municipal. Là, en l'occurrence, sur le fonctionnement, deux éléments qui viennent d'être présentés. D'une part, l'attribution de la subvention complémentaire à la ludothèque pour 8 700 € et le transfert de la subvention de fonctionnement contrat de ville pour les jardins de Beau-Soleil qui passe en investissement à hauteur de 1 393,20 €. Ces deux éléments de correction sont équilibré par un virement de la section à la section d'investissement qui est diminué de 7 306,80 €. Concernant la section d'investissement, on retrouve là encore des éléments qu'on a déjà vus dans le conseil ce soir. D'abord, la création de la PCP, rénovation d'éclairage public que nous alimentons à hauteur de 91 800 €. Le transfert de la subvention Jardin de Beau-Soleil à 1 393 € qui passe en investissement. On propose d'alimenter la ligne pour dépenses imprévues à hauteur de 51 000 €.
Et d'où viennent les recettes qui permettent d'équilibrer toutes ces jolies dépenses en investissement? Eh bien, tout simplement par des attributions de subventions, en tout cas des notifications de subventions qui nous sont parvenues depuis le vote du budget. Je rappelle que par prudence, nous n'intégrons jamais les subventions dans le budget tant qu'elles n'ont pas été notifiées. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des surprises dans un sens comme dans l'autre, avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Alors dans les mauvaises surprises, pas une mauvaise surprise relative, nous intégrons en recettes de subvention la subvention départementale pour les travaux de la maison des associations. Donc merci le département qui finance à hauteur de 200 000 euros. C'est vrai qu'a priori, au départ, on avait attendu un tout petit peu plus, mais on est déjà très content d'avoir 200 000 euros au titre. Alors c'est Moselle Ambition. C'est encore dans ce cadre-là, Jean-Claude? C'est bien en mission Moselle et c'est heureux parce que vous savez que l'enveloppe est en fin de vie, et que beaucoup de dossiers sont actuellement d'ailleurs retoqués. D'ailleurs, toutes les nouvelles demandes ne sont plus prises en compte. Donc là, on peut s'estimer effectivement des 200 000 euros qui sont attribués pour cette belle opération. Alors toujours dans les bonnes nouvelles de notification de subvention, alors une subvention de la région pour l'acquisition d'un matériel de vidéoprotection. Rappelez-vous, on en avait parlé quand on avait parlé du projet de développement de la vidéoprotection sur la ville, à hauteur de 40 000 euros. On a eu des notifications de subvention de l'État au titre du FIPD, Fonds d'intervention pour la protection, je ne sais plus quoi, l'acronyme. Il s'agit là pour l'acquisition des caméras piétons à hauteur de 1 200 euros, de 2 gilets pare-balles à hauteur de 500 euros, soit un total de 1 700 euros. Ensuite, les notifications de fonds de concours de la communauté d'Aglo que nous reversons également pour les travaux de transformation du terrain de football en gazon naturel au stade de la Blise, à hauteur de 32 250 euros. Il y a également la création de la PCP et rénovation de l'éclairage public, avec la notification de la subvention DECIL que nous avons obtenue entre-temps, 306 000 euros, mais qui va être rapportée sur l'ensemble de la PCP, donc sur les 5 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Enfin, pour équilibrer un petit peu tout ça, et pour nous pouvons réduire le recours à l'emprunt, qui était à hauteur de 4 millions d'euros, que nous baissons de 440 000 euros au titre du budget. L'équilibre se fait également au titre des opérations d'ordre, avec donc, comme je disais tout à l'heure, le virement de la section de fonctionnement qui réduit de 7 306 euros. Vous retrouvez tout ça dans un vaste tableau qui reprend l'ensemble de ces éléments. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est les notifications de subventions que nous avons eues et qui n'avaient pas été intégrées au budget lors de la présentation du budget au mois d'avril, mars, au printemps, quoi. Oui. Voilà, monsieur le maire. Alors après les explications de Jean-Marc, y a-t-il des questions, des remarques? Ce n'est pas le cas. Si. Oui, madame Hyper. Oui, j'aimerais juste quelques explications. Alimentation de la ligne pour dépenses imprévues. Oui. C'est quand même 51 000 euros. Oui, parce que alors nous mettons tous les ans un montant alors qui varie d'une année à l'autre. Ça peut aller de 150 000 à 200 000 à 250 000 euros. On est largement en dessous de ce que prévoit la réglementation qui est de 7,5% du budget. Donc vous imaginez bien, budget d'investissement. Donc on est largement en dessous. Cette année, il s'avère qu'en fait, il y a eu quelques dépenses imprévues pour lesquelles vous êtes informés à chaque conseil. Il nous reste aujourd'hui un solde de 15 000 euros, je crois, à peu près, hein, sur les dépenses imprévues, un peu plus. En fonctionnement, oui. En investissement, c'est 15 000 euros. Et voilà. Donc voilà, et en tout cas, on part du principe qu'il vaut mieux alimenter les dépenses imprévues de telle manière à donner un petit peu de marge aussi de manœuvre jusqu'à la fin de l'année en cas d'éléments particuliers. On a eu par exemple encore vendredi et ce matin, une intervention nécessaire sur le stade de Neunkirch au niveau du portail, je ne sais pas, il y a tout un élément. Pour combien? Pour 5 000 euros à peu près. Dépenses qui n'étaient pas prévues évidemment au budget et qui vient ponctionner évidemment les dépenses imprévues. Donc voilà, si c'est pas consommé, c'est pas consommé, madame Hilbert. Voilà. Oui, une remarque. Nous commentons souvent ici les défauts de l'État quand on a du mal à rentrer de l'argent. Je pense qu'on peut souligner que ça fait du bien à la commune quand ça va dans l'autre sens et que des subventions rentrent.
Merci. C'est ce que j'ai dit. Exact. Oui, c'est vrai, on a cité le département, on a cité la région, on a la chance de pouvoir compter sur quelques aides venant des uns et des autres, de l'État plus globalement. Nous en sommes reconnaissants aux uns et aux autres comme il se doit. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Alors je mets aux voix, qui s'y oppose, qui s'abstient. Le point est donc adopté. Pour le point numéro 20, c'est Christian Ditch qui prend son vélo. Allons-y. Bonjour, merci monsieur le maire. En juin 2023, le conseil municipal avait autorisé une convention de participation à l'étude plan vélo 2024-2034, étude commandée par la ville à Laguram pour un montant de 36 400. Il était prévu dans cette convention que la casque et la ville couvrirait donc ces 36 400 à hauteur de 50% chacun. Par la suite, la casque a obtenu un financement de la région Grand Est à hauteur de 23 660 €. Donc il a été proposé que la ville reçoivent donc ces 23 660 €, qu'il faut déduire donc des 36 400. Il reste donc un montant de 12 740 € à diviser par 2, et donc la casque et la ville supportent en autofinancement 6 370 €. Voilà donc le contexte de cette avenant. Voilà, avec une aide dont il est... Oui, que j'ai oublié de citer tout à l'heure quand on a parlé de la décision modificative pour ceux qui ont suivi le tableau. Voilà, pardon. Oui, voilà, en tout cas une bonne nouvelle encore, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avancer du coup sur, dans la perspective en tout cas de ce plan vélo important, là aussi pour notre vie. Je passe au point 21, avec un rapport modificatif sur un échange de terrain. Oui, je vais essayer d'être le plus court possible. En son temps, le conseil municipal avait approuvé un échange de terrain entre la ville et SCH, la SEM-SCH, donc un terrain près du nouveau complexe sportif du Hagwald et un petit terrain qui appartient à la ville de Sarreguemines, se trouvant rue de la Charrue. J'ai du mal avec ces trucs de la Charrue. Et donc, ce rapport modificatif, ça concerne simplement donc les montants de chaque terrain. Donc, il est prévu d'échanger un terrain qui appartient à la ville rue de la Charrue d'une contenance de 58 mètres carrés, valant 100 € du mètre carré, soit 5 800 €, et une partie du terrain située rue des Merles. On n'a pas le... Bon, pas grave. Une partie du terrain situé rue des Merles d'une contenance de 5 801 €. Voilà le terrain rue de la Charrue. Et voilà le terrain près du Hagwald. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce terrain nous serve donc à positionner le nouveau complexe, toute la voirie pour les PMR, et derrière le stade, en haut, donc c'est une zone de stockage des terres que nous avons enlevées pour faire la construction. Et donc ce terrain-là, il fait 5 801 mètres carrés à 1 € du mètre carré, soit 5 801 €. Ça veut dire que cet échange se fait sur la base que la ville doit 1 € à SCH. Voilà. Oui, voilà, en clair, vous avez en ville un terrain qui est petit mais qui est cher, vous avez à l'extérieur un terrain qui est grand et qui est pas cher. Et le fait est que les valeurs sont identiques une fois ces explications-là comprises. Voilà, qui s'oppose à ce point, qui s'abstient, le point est donc adopté. Le point 22, c'est encore une fois une acquisition, cette fois-ci de terrain. Oui, alors c'est près du lotissement du Forst. Depuis quelques années,
donc la ville a acheté au fur et à mesure des terrains agricoles qui se trouvaient à côté de ce lotissement du Forst. Et là, c'est la même chose. C'est un terrain qui se trouve à côté des terrains que nous avons acquis jusqu'à présent, qui fait donc 12,99 $, et donc pour un prix de 3 500 €. J'aurais bien voulu montrer the photo. La parcelle, voilà. C'est pas la bonne, c'est pas le bon. Si. Non. Si. Oui, mais c'est pas la bonne diapo. Non, il voulait la diapo où il y a les terrains. Oui. Sur l'autre diapo, on voit tous les terrains. En fait, la ville a des terrains à gauche de ce terrain et... Non, c'est pas ça. Et des terrains vers le lotissement du Forst. Donc, voilà. Voilà, oui, vous voyez les bandes verticales là qui se trouvent à gauche du trait vert, même de part et d'autre. Eh bien, l'essentiel, la plus grande part sont à la ville, et donc évidemment, cet espace-là nous intéresse parce qu'il vient compléter et devrait, avec le temps, rendre possible un certain nombre d'opérations. C'est pourquoi stratégiquement, c'est important. D'autant plus de la Loisanne. Oui, parce qu'il y a la Loisanne qui va forcément nous contraindre dans le futur sur ce type d'opération. Y a-t-il... Et donc, vous voyez que c'est en zone 1 AU et A du PLU, donc tous ces terrains, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. Il reste le point 23 avec la cession de terrain cadastré. Christian? Oui, merci monsieur le maire. Donc là, en 100 ans, la ville avait vendu à ce monsieur Morer un terrain, que c'est le terrain numéro 560, avec la particularité, c'est qu'il n'avait aucun accès sur la voie publique. Sur la route. Et donc, il est proposé de vendre à ce monsieur Morer, c'est l'ancienne bâtiment des professeurs de Neunkirch. Et donc, il est proposé de vendre ce petit bout de terrain cadastré 584 sur 50, qui fait une contenance de 108 mètres carrés au prix de 50 €, simplement pour que ce monsieur Morer ait officiellement un accès au chemin des arboriculteurs à Neunkirch. Voilà. Je voulais quand même ajouter tous les points précédents. Toutes les valeurs que je vous ai données étaient évidemment précisées par les domaines. Comme c'est la règle. Voilà, comme c'est la règle. Tout simplement. Par l'estimation des domaines. Voilà. Quelqu'un a des questions, des remarques? Je crois que j'ai fini. Hein. Oui. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Nous ne sommes pas encore tout à fait au bout. Le point 24, c'est l'exercice par le maire de la délégation consentie par le Conseil. Comme d'habitude, vous avez eu tous les éléments. Donc, sauf s'il y a vraiment des questions là-dessus, je vous propose d'en prendre acte comme tel. Et je n'ai pas encore tout à fait terminé. Il y a en conclusion un point à vous proposer de manière réglementaire qui concerne la société Solo Cuivre. Nous devons faire cette information au Conseil. Je vais donc vous lire ce texte. Disant qu'au mois de mars dernier, le conseil municipal a été sollicité dans le cadre de la demande d'enregistrement de la société Solo Cuivre pour la création d'une installation de travail mécanique du cuivre sur le territoire de la commune de Sarreguemines. Celui-ci a émis un avis positif lors de la séance du 24 mars 2025, puis le dossier a été traité conformément à la réglementation en vigueur. Alors, considérant notamment que la demande d'enregistrement est conforme aux différentes réglementations qui s'appliquent aux installations classées, la préfecture de la Moselle confirme l'enregistrement de la société Solo Cuivre par son arrêté numéro 2025-DCAT-BEPE-273 du 12 août 2025.
pourrez constater que c'est une dimension très réglementaire. Mais je considère que l'information est faite comme il se doit. Et pour vous prouver, Madame Hilpert, que nous attachons comme vous une grande importance à la question que vous avez posée au départ, je vais vous faire lecture des éléments de réponse de suite, comme ça nous permettra à tous d'avancer. Donc, à propos de la Maison Bleue, oui. Alors, vous faire savoir, vous rappeler simplement qu'il y a eu une commission de suivi le 14 mars 2025, conformément à la convention de la DSP, qui a eu des réunions techniques en visio toutes les 2-3 semaines avec la directrice du territoire, de la Maison Bleue, hein, ou avec le poste équivalent poursuivi avec le siège. Il y a eu un lien hebdomadaire entre le service enfance et santé et les structures locales. Et suite à la rencontre du 2 juillet dernier, entre la ville et la direction de la Maison Bleue, les salariés ont obtenu la prime Ségur, avec une rétroactivité au 1er septembre 2024. Cette prime, donc dénommée prime de reprise Sarreguemines, a été étendue aux nouveaux salariés qui bénéficient également de la convention collective FERB. Pour les 3 salariés auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, les 3 salariés en mai qui sont venus vers le service car ils ne percevaient plus le salaire dont il était question, il s'agissait de salariés qui avaient épuisé leurs droits car en arrêt de maladie ou en congé de maternité, hein, donc question des indemnités journalières CPAM qui ont pris le relais ainsi que de la prévoyance. Alors il y a un rapport de présentation qui sera présenté au conseil municipal début 2026, dès que nous aurons le rapport financier et d'activité de l'année en cours sur le sujet. Simplement, alors ce sont des éléments que je vous donne sur des choses qui sont évidemment forcément à suivre, mais avec simplement cette précision ultime que nous avons à cœur d'avancer bien sûr sur tous ces points, en espérant répondu à votre question initiale. Même si, je le répète, j'ai bien regardé l'article 20, normalement, formulation écrite, etc. Mais là, comme c'est un point qui nous tient à tous à cœur, c'est bien qu'on ait vous répond. Madame Hilpert. Oui, non, mais c'était pas la question précise, c'était pour qu'on ait un point de situation, parce que autrement, en termes d'information, eh ben, il n'y en a pas. Mais concernant les salariés, je suis désolée, il y a les primes n'ont pas toutes été versées. Les personnels qui n'ont pas de salaire, c'est parce que l'employeur ne remplit pas ses obligations d'employeur. Hein, donc après, c'est à vérifier, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est quand même, pour une entreprise aussi importante, ne pas arriver à satisfaire le minimum légal de ce que doit faire un employeur par rapport à ses salariés, c'est quand même problématique. Oui, donc, on sera amené à en rediscuter parce que... On va forcément en rediscuter, Madame Hilpert. Simplement, ce que vous dites, il y a effectivement tout ce qui relève de l'employeur qui n'est pas notre travail ici. On est d'accord. Mais c'est nous qui l'avons choisi. Hein. Voilà. Notez simplement que le Conseil a souhaité répondre à votre question parce que nous avons, je pense, tous autour de cette table à cœur d'avancer sur ces points. Voilà. Parce que ceux qui accueillent les enfants à Sarreguemines, ce sont les personnels dont on parle. Oui. Et que pour que les enfants soient bien accueillis, il faut que les personnels soient dans de bonnes conditions. Mais nous sommes bien d'accord, Madame Hilpert. C'est ça qui nous tient à cœur. Oui, tout à fait. Voilà. Aussi bien les personnels que j'ai rencontrés en différentes circonstances, que les enfants, que les parents. C'est ça les vraies valeurs et on est tous d'accord là-dessus. Il me reste à vous remercier pour votre travail et votre attention ce soir. Merci à tous et bonne soirée. Merci.